16 heures, je vous propose d'attaquer, messieurs. On est pile poil sur le timing avec une très bonne connexion. Comme je l'ai évoqué, à partir de maintenant, à partir d'aujourd'hui, ces live YouTube sont en partenariat avec Paris Retail Week, un partenaire historique d'e-commerce nation. C'est un partenaire qui nous fait confiance depuis de nombreuses années, avec des dispositifs, des synergies sur l'événement. Ils nous ont proposé de réaliser ces lives ensemble et c'est avec plaisir qu'on va travailler avec cet événement. Et donc, on va pouvoir mobiliser des mentors, des e-commerçants pour intervenir également sur ces lives. Donc, un grand merci à l'équipe organisatrice, à Mathieu, à Lorena pour leur confiance et donc pour continuer sur cette édition-là. Et donc, un rendez-vous incontournable pour la fin d'année. On espère véritablement vous croiser là-bas, échanger. On sait que c'est un moment clé de l'année pour faire sa veille en termes de solutions, pour rencontrer de nouveaux acteurs. Et voilà, j'aime l'appeler, c'est la grande messe du e-commerce. Donc, un événement incontournable et c'est vraiment avec plaisir qu'on met en place ensemble cette édition-là. Aujourd'hui, un sujet très particulier, l'impact de la crise sur les stratégies web marketing. On l'a évoqué en surface sur les 2 premiers lives. On sait qu'aujourd'hui, c'est pas simple avec ce contexte actuel de continuer à communiquer, comment s'adapter au niveau publicitaire, en termes de messages. C'est vraiment des éléments qui sont clés pour continuer à évoluer, comment générer des ventes, continuer son activité économique dans ce contexte actuel. Et c'est pour ça qu'on a fait appel à un de nos experts, Arthur, qu'on va présenter très rapidement. Et puis un programme très structuré comme les semaines passées. L'idée c'est de faire un point sur le contexte actuel, vous donner des chiffres, des tendances. Ça va être notre monsieur chiffre Vincent qui va vous fournir plusieurs éléments et vous accompagner là-dessus. Donc voilà, on vous a mis plusieurs sources très intéressantes pour vous documenter. L'aspect des campagnes, de cet aspect données, acquisition. Donc Arthur de Jungle Agency va vous accompagner sur ces éléments-là. Véritablement, c'est de vous donner des conseils, des éléments de réflexion aussi pour la mise en place de vos campagnes. Et puis après, on va prendre le temps de s'attarder sur des cas concrets que je vous ai listés. On fait un point sur des sites e-commerce ou des commerçants qui ont muté vers le e-commerce pour vous donner des idées et des solutions pour votre activité. À la fin, bien entendu, on garde un petit peu de temps pour échanger ensemble, questions et réponses. Et puis voilà, on aura fait un beau tour. Pour nous accompagner, une belle table ronde. Je vous ai parlé d'Arthur, qui est un spécialiste et un coach sur tout ce qui est ads, principalement Facebook, et qui accompagne aujourd'hui de nombreux sites e-commerce. Voilà, Arthur, je te laisse davantage te présenter si tu le souhaites. Bonjour à tous. Merci Nicolas pour cette introduction. Je m'appelle Arthur Rivière. Je suis un ancien e-commerçant. J'ai pratiqué du coup le e-commerce avec des systèmes de logistique, notamment au niveau du dropshipping pendant un petit peu plus de 2 ans et demi. On a eu de très très bons résultats et on a décidé en fait en 2018, je dis on parce que c'est mon frère et moi, de basculer sous un format d'agence pour pouvoir proposer aux e-commerçants de bien mettre en avant leurs produits au travers des canaux d'acquisition tels que Facebook Ads notamment que je maîtrise. Très bien. Et donc, notre second expert de cette table ronde, c'est un habitué, c'est Vincent. Vincent, notre monsieur chiffre, qui accompagne énormément d'e-commerçants, des PME, des plus gros acteurs. Et puis, tu as plus d'une dizaine d'années à ton actif d'expérience dans le e-commerce, presque une vingtaine. Oh Non. non, quand même pas. Non, 14, c'est déjà pas mal. Donc oui, moi j'ai créé mon premier e-commerce en 2006, sous West Commerce puis PrestaShop dans la vente d'équipements sportifs. Et après 5 ans, j'ai changé de voie, je me suis formé au digital et j'ai rejoint une agence Synolia qui m'a permis d'accéder à des grands comptes comme Coca-Cola, Trigano et d'autres. Et depuis 4 ans, j'ai créé Very Digital et surtout auditcitycommerce.com qui permet de booster les sites, débloquer les ventes des e-commerce et surtout les rendre rentables.
Super intéressant. Alors, ce qui est top sur vos profils, c'est que vous êtes des e-commerçants. Vous avez vécu le e-commerce et aujourd'hui, vous êtes en phase avec un grand nombre d'acteurs. Donc, vous voyez cette réalité du marché. Et je pense que c'est ce qui est très intéressant dans votre vision. Et vous êtes aussi dans une logique très altruiste à fournir énormément de conseils sur vos sites, sur les réseaux sociaux. Et donc, c'est pour ça que je vous ai sollicité durant ce live pour accompagner les e-commerçants qui sont présents. Et donc Nicolas, je suis le fondateur d'e-commerce Nation. Donc vous avez pu me croiser sur les réseaux, je l'espère. Et donc voilà, j'ai une large expérience aussi autour du e-commerce. J'ai pu travailler pour Rocket Internet, qui est un gros accélérateur international qui a lancé Zalando, eDarling, MyCityDeal qui est devenu Groupon. Et donc voilà, maintenant, ça va faire 5 années que j'ai fondé la Nation du e-commerce pour accompagner les e-commerçants à travers du conseil, des ressources. Et puis, tout dernièrement, avec une offre de formation en ligne qu'on a annoncée hier avec Vincent. Donc, vous pouvez retrouver plus d'informations sur le lien qui s'affiche sur votre écran. On attaque maintenant avec les chiffres clés. On a vu que sur ces précédentes semaines, les choses ont pas mal évolué. Depuis l'annonce du confinement, il y a eu beaucoup d'adaptations pour de nombreux business. Aujourd'hui, on arrive dans une période plutôt stable. Si on voit les chiffres en termes sanitaires, on a davantage de visibilité sur la réduction des cas ou autres. Est-ce que c'est des éléments qui sont positifs au niveau économique? C'est ce que va nous dire Vincent avec ces quelques slides. Oui, merci Nicolas. Alors, bon, il y a pas mal de constats à faire. On est évidemment dans une période de crise. D'ailleurs, on en est à J+30 du confinement. Et on l'a appris il n'y a pas très longtemps, celui-ci va durer jusqu'au 11 mai de manière drastique et se sortir progressivement avec toujours des règles d'usage, notamment au niveau sanitaire, par la suite. Donc la crise, je dirais, sanitaire et économique est pas terminée. On en a encore pour un moment. On est quand même presque à 9 millions de chômeurs partiels, ce qui est inédit évidemment en France. Et on voit cette jolie courbe pandémique qui montre un petit peu l'état J+30 de décontamination par le coronavirus. La tendance est à se stabiliser, à baisser, mais je ne suis pas professeur en épidémiologie, donc je ne ferai pas de commentaires sur cette partie-là. Alors, ce qui nous intéresse, évidemment, c'est les comportements des Français quant à l'usage sur Internet et leur consommation. Donc là, on peut distinguer que depuis le début du confinement, on a clairement une explosion du trafic. Alors évidemment, les gens ont plus de temps, sont chez eux, et puis surtout sortent moins, notamment pour leurs achats alimentaires, ce qui explique cette explosion depuis mi-mars maintenant. Alors maintenant, ce qui est important, c'est de voir les retombées, les conséquences que cela a sur les différents secteurs d'activité. Donc Content Square, que je vous invite à aller voir, met progressivement et en temps réel des données qui permettent d'apprécier ces chiffres et de voir que les supermarchés, évidemment, enfin tout ce qui est alimentaire, a complètement explosé, notamment pour le drive et la livraison, mais tous les besoins physiologiques doivent être sécurisés, et c'est pour cette raison qu'on a des gagnants et des perdants. Donc les médias, bah oui, forcément, il faut s'occuper aussi. Tout ce qui est tech, ça s'est bien développé grâce au télétravail notamment, et puis aussi aux enfants qui n'ont pas forcément d'imprimante ou d'ordinateur pour travailler leurs cours. Donc ça a été boosté par cette dynamique. Mais bon, le luxe reprend des couleurs, même s'il est toujours en négatif. Donc, il y a quand même des tendances, notamment le cosmétique, à reprendre aussi des couleurs parce que tout simplement, il n'y a pas de coiffeur, il n'y a pas de salon esthétique. On peut pas forcément acheter tous ces besoins-là. Donc, il faut s'équiper en crème, etc. Voilà, ça marche. Et puis le tourisme et malheureusement le tourisme et le voyage et tout ce qui est lié à la culture
loisirs, c'est l'hécatombe. Alors, en termes de transactions, idem, on a vraiment une courbe assez équivalente à celle du trafic, même si sur les conversions, c'est un petit peu moins flagrant. Mais ça augmente considérablement, en tout cas, sur les ventes en ligne. Et là, encore une fois, on voit les secteurs qui sont gagnants. Donc, toujours, évidemment, l'alimentaire, la tech. Alors, on a l'assurance cosmétique, comme je vous disais, le trafic a un petit peu augmenté, mais surtout les ventes. Il y a eu énormément de transactions. Donc sur ces crèmes, c'est les masques, si on peut en trouver, des crèmes pour s'hydrater les mains parce que gel hydroalcoolique assèche. Et puis après tout ce qui est cosmétique, faut se respecter aussi et rester un petit peu digne. Donc c'est important de continuer à s'équiper. Voilà, donc on voit toujours, et puis évidemment, alors là, dans le tourisme et le loisir, c'est moins 100% quasiment de transactions. Alors, ce qui est vraiment intéressant, c'est que ces études-là, donc c'est une étude Content Square qui est très complète où il y a énormément d'informations. Donc, vous pouvez retrouver le lien. L'équipe d'e-commerce nation vous l'a mis dans le chat. Vous pouvez retrouver tous les éléments. Et donc, c'est éventuellement c'est une solution. Donc, c'est par rapport à de la data qu'ils ont anonymisée par rapport à leurs clients et donc qui permettent de faire ces études-là. Ce qui permet donc une réactivité. On sait qu'avec d'autres instituts de sondage, ça prend un petit peu plus de temps d'avoir ces chiffres-là. Donc, il faut remettre dans le contexte, ces données sont vis-à-vis de leurs clients, vis-à-vis des données qu'ils possèdent. Et donc, voilà, ça donne une tendance et qui illustre. Donc, n'hésitez pas à regarder ce type d'études. Je vous renvoie également vers SimilarWeb qui a réalisé un rapport très complet sur ces éléments-là, sur l'impact sur les industries ou autres. Et là, vous avez une vision aussi un peu plus globale de certains marchés. Donc, n'hésitez pas à consulter les stats de SimilarWeb et de Content Square si vous voulez un peu plus d'informations. Oui, tout à fait. Merci, Nicolas. Alors, il y a aussi de bonnes nouvelles. Donc, évidemment, sur les produits grande consommation, on voit bien que les transactions ont augmenté de 50%. Et ce qui est nouveau, c'est que du coup, 20% des foyers ont acheté aussi ces produits en ligne. Ce sont aussi des foyers qui n'avaient pas forcément l'habitude d'acheter auparavant par Internet. Donc ça, c'est plutôt un point positif pour l'e-commerce. Maintenant, on voit bien qu'il y a des perdants dans les supermarchés. Le concept des hyper, notamment, a perdu 12%, sans doute à cause de la fermeture des galeries marchandes. Il y a moins d'attractivité et puis surtout la distanciation par rapport au lieu de domicile. Les hyper sont assez éloignés, contrairement aux commerces de proximité qui, eux, sont vraiment les grands gagnants. Et notamment, on peut retenir qu'Intermarché est sur la première marche avec plus de 800 000 acheteurs en plus sur la période équivalente et Super U, 465 000 acheteurs en plus. Donc, ils s'en sortent plutôt bien. Et évidemment, tout ça, on le voit dans les différents articles. Quand on fait de la veille, c'est le drive. Le drive, on n'entend que ce mot-là. Alors le drive, c'est déjà la France est numéro 1 du drive en Europe depuis 2019 déjà. Et là, cette amplification liée au confinement touche plusieurs secteurs. Donc maintenant, on voit que des jardineries, même des biens culturels, des centres auto pour entretenir sa voiture, et les commerces de proximité qui s'y étaient déjà mis, mais là de manière clairement opérationnelle, se développent. On a même des commerces de ville, on l'a vu dans les précédents lives, que même des chocolatiers, pour la période de Pâques, avaient ouvert donc un e-commerce et un drive, et c'est aussi le cas pour des marchés fermés, des marchés couverts ou marchés extérieurs où on peut avec des moyens un peu artisanaux de faire des commandes et de payer en ligne et de récupérer ces biens physiquement. Donc ce qui permet d'entretenir une activité commerciale. Sur cette logique du drive, quand tu dis la France est numéro 1 en termes de drive, c'est-à-dire que la France a le plus de drive sur son territoire, c'est ça? Exactement, oui, oui. Donc c'est vraiment, et c'est le numéro 1 en Europe, ouais, clairement.
Et là, on le voit donc. Le drive est vraiment un moyen de sortir du confinement. Toutes les marques que vous voyez là sur votre droite se sont mises là très très récemment, il y a quelques jours, à ouvrir sous conditions sanitaires évidemment leur drive ou à des drives, parce que Nicolas n'a pas de drive naturellement, mais se mettent aussi à cette activité-là. Alors là, dans leur cas, ils ouvrent le magasin à un seul client à la fois, par exemple. Castorama, Leroy Merlin mettent à disposition les produits indispensables, donc un certain nombre de références qui seront accessibles et que vous pourrez récupérer à des endroits précis sur leur parking. Vous avez aussi la restauration rapide, donc on voit McDonald's, KFC, Pizza Hut qui rouvrent aussi, donc leur drive est là sous condition, pas tous, et c'est progressif, donc ils vont tester, il faut que les équipes soient d'accord, il faut respecter 5 mètres de distanciation, donc il y a quand même des règles d'usage qui font que il faut que ça se remette en marche de toute façon, parce que ça devient très très compliqué en termes au niveau économique. Alors, je vais anticiper sur une question, tu vas y répondre à la fin, mais je vais la poser pour les participants. Quelle est votre vision par rapport à cette logique de drive? Est-ce que vous pensez que le retail va être fortement impacté, quoi? Il est fortement impacté économiquement, mais je veux dire, sur le long terme, est-ce que vous pensez que ça va changer les usages et que ces points de vente vont devoir muter? Peut-être on verra presque que des drives ou des points de retrait plus centralisés avec une expérience. C'est quoi votre vision un petit peu sur cette logique de drive? N'hésitez pas à répondre dans le chat sur votre expérience en tant que consommateur et aussi en tant que marque. Ouais. Ouais, c'est un sujet intéressant. Alors, j'avais envie de faire un petit focus sur ce qui est arrivé là avant-hier ou hier, oui, c'est ça, je sais plus, mardi 14 avril. Le tribunal de Nanterre a condamné Amazon à restreindre ses livraisons aux seuls produits alimentaires, médicaux ou d'hygiène pendant un mois. Clairement, Amazon n'est pas d'accord, a fait appel et menace aussi de suspendre son activité dans l'Hexagone. Donc ça, vous retrouvez ça, vous avez des articles avec les communiqués de presse qui sont valables. Pourquoi? Parce que il y a un syndicat qui a Sud, je crois, qui a analysé que les conditions sanitaires n'étaient pas réunies pour que les employés puissent travailler dans des conditions de sécurité optimales. Donc c'est quand même important même si on ouvre un drive ou qu'on garde son e-commerce actif, que ces règles soient respectées. On voit dans le supply chain, il y a des transporteurs qui malheureusement passent un peu outre ces conditions. Alors oui, il faut faire tourner la boutique, je comprends, mais soyez vigilants parce qu'il y a des sanctions et elles tombent et vous êtes d'autant plus sous contrôle en ce moment. Donc soyez quand même vigilants. Alors, ça c'est une étude, un sondage qui a été fait récemment là aussi par PrestaShop et qui vient corroborer d'autres études qui ont été faites par la FEVAD et LSA sur le nombre de e-commerçants qui seront fragilisés ces prochains mois. Donc on voit bien que 65% des interrogés se voient peut-être devoir stopper leur activité si la mesure de confinement devait être prolongée significativement. Ça veut dire que en gros, avec les chiffres que l'on a, les e-commerçants ne tiendraient pas un confinement de 3 mois. On arriverait là à 2 mois. Peut-être qu'après le 11 mai, ça va se libérer progressivement, mais on ne sait pas dans quelle mesure, sur quel secteur. Donc, il est possible, et fortement possible, quand même que beaucoup d'e-commerçants souffrent quand même de cette crise, de par l'approvisionnement des produits, de par la logistique et de par le type de produits qu'ils vendent, qui ne sont pas indispensables. Voilà, il y a une vraie inquiétude dans l'écosystème
et on va surveiller ça de près. Voilà, donc 35% des marchands interrogés pensent booster l'activité de leur e-commerce dans les semaines à venir. Donc 35%, ce qui il reste une minorité. Il y a, comme je vous disais, des secteurs des gagnants sur ces activités, donc ils en font certainement partie. Et puis, il faut essayer de tirer son épingle du jeu. Maintenant, la communication reste un enjeu. Mais une communication avec des effectifs réduits ou en télétravail, c'est pas évident. Et puis de la communication pour vendre quoi si on est fermé et on n'a pas le droit de vendre. Donc c'est très compliqué. Il faut garder une relation client, ça c'est évident. Il faut peut-être profiter d'une communication originale et ça on en a déjà parlé dans certains lives et je pense qu'Arthur va nous présenter des cas justement qui vont vous aider à prendre un peu le contre-coup de ces problèmes d'activité et de savoir comment communiquer auprès de vos clients. Donc, c'est important à faire rentrer ça dans votre stratégie. Dites-nous justement dans le chat quel est l'impact sur vos activités. Est-ce que c'est négatif ou positif? Postez dans le chat positif ou négatif, juste pour qu'on se rende compte déjà si on est à peu près sur les mêmes bases que les chiffres indiqués par PrestaShop. Ouais, c'est important. D'ailleurs, on peut aussi relever les données qu'on a captées hier sur notre webinar qui disaient que 50% des e-commerçants étaient rentables, donc 50% ne le sont pas. Alors, donc, on a une véritable, déjà en temps normal, une certaine fragilité d'une bonne moitié des e-commerce sur les TPE, sur la taille TPE-PME. Donc évidemment, avec ce qui se passe là aujourd'hui, on va encore fragiliser. Et je pense qu'il est important qu'il y ait un observatoire de ces fermetures-là, des e-commerçants qui sont vraiment fragilisés, pour qu'on rebondisse aussi par la suite et qu'on sensibilise cet écosystème. Là, c'est encore dans l'étude de PrestaShop, un point sur les campagnes publicitaires, donc les canaux sur lesquels les marchands affirment avoir réduit leurs dépenses. Donc 32% ont réduit leurs dépenses sur Google, 25% sur Facebook, 16% sur d'autres on a Criteo, Amazon, Instagram, et 37% n'ont rien changé. Donc 37%, c'est statu quo, on communique de la même façon. Et puis pour tous les autres, il y a eu quand même une baisse des investissements sur les médias. Et ce qui s'explique logiquement, puisque faire par exemple du Google Shopping sur des machines à laver ou des télévisions, ça n'a pas d'intérêt et c'est même déconseillé, voire interdit. Donc c'est difficile de promouvoir des produits et de payer pour des produits qu'on ne pourra pas vendre. Alors, ça n'a pas tellement évolué en termes de chiffres. Il y a une majorité de sites e-commerce qui sont encore ouverts. Je pense franchement que cette donnée-là va diminuer progressivement dans les mois à venir. Donc ça, on va quand même surveiller. Donc 76% des sites ont enregistré un recul des ventes depuis le 15 mars, ce qui est considérable. Et on voit bien sur cette autre étude que 40 à 50% des sites e-commerce ne tiendront pas plus de 3 mois. Voilà. Donc le reste, ce sont des ralentissements sur les problématiques de livraison qu'on rencontre tous. On le voit bien, les délais ont été multipliés de manière considérable. Quant à Amazon Prime, promettait une livraison le lendemain, on se retrouve parfois avec des livraisons à plus 10 jours, donc c'est énorme, et c'est le problème pour tout le monde, avec bien sûr des phénomènes plus locaux sur des fermetures de bureaux de poste par exemple, ou autres moyens. Voilà pour les quelques chiffres. Très bien. Merci Vincent pour tous ces éléments-là. C'est extrêmement éclairant sur le contexte actuel. On a pas mal de réponses là dans le chat sur les éléments, sur l'impact négatif pour pas mal d'acteurs. Et donc, tu as dressé aussi quelques chiffres clés sur les logiques de web marketing, d'acquisition. Donc, la transition parfaite pour la partie d'Arthur, où Arthur va nous expliquer un petit peu sa vision, quel est
le retour des e-commerçants, comment adapter, quels sont aussi le style de communication à adapter. On en a parlé sur nos 2 premiers lives, donc vous pouvez retrouver pas mal d'exemples. Mais voilà, comment isoler des conseils et accompagner au mieux les e-commerçants. Arthur, je te laisse nous présenter ces quelques slides. Merci Nicolas, merci Vincent pour cette présentation. Alors donc du coup, aujourd'hui il y a beaucoup de e-commerçants qui se posent les questions qu'on peut voir sur cette présentation. Donc dans un premier temps, on va voir comment est-ce que vous pouvez adapter votre stratégie d'acquisition à la période pour pouvoir soit dans un premier temps survivre, parce que ça me paraît crucial, et dans un second temps pour pouvoir potentiellement en tirer profit. Ensuite, on va voir si vous devez continuer à mettre en place des campagnes publicitaires sur Facebook et Instagram, si vous devez continuer également à animer les comptes Facebook et Instagram de votre entreprise, et comment est-ce que vous pouvez maximiser la rentabilité de vos investissements publicitaires à court terme, parce que ça me semble quand même très important quand on voit les chiffres, notamment que Vincent évoquait, qui disait que beaucoup d'e-commerçants pensaient mettre la clé sous la porte dans les semaines et dans les mois à venir. Je pense qu'il est vraiment crucial pour ces entreprises de pouvoir potentiellement maximiser leur rentabilité à court terme sur leurs actions marketing. J'ai pas accès, Nicolas, au petit bouton pour changer de... Super. Défiler, sans souci. Super, c'est parfait. Donc, cette présentation, elle est partie de 6 constats. Dans un premier temps, la tension digitale, comme le montrait Vincent dans ses premières slides, elle atteint des records. On voit que potentiellement, peut-être vos concurrents coupent leurs campagnes publicitaires. Ces 2 constats, ils ont pour conséquence que naturellement, les enchères sur les plateformes publicitaires vont diminuer. Que ce soit sur Facebook où nos coûts pour 1000 impressions vont diminuer, voire parfois subir de grosses baisses. Mais il faut prendre ça en considération dans le sens où le taux de conversion est lui aussi également en baisse sur certains marchés et vous pourrez en tirer profit uniquement si vos produits sont en phase avec la situation ou bien si vous arrivez au travers de vos angles marketing à adapter l'utilisation de vos produits à la situation. Donc ensuite, on entend beaucoup de marketeurs ou sur les réseaux sociaux qu'il faut créer du lien avec un objectif de profit plus tardif lorsque la situation sera revenue à la normale et également que la notoriété de marque est peu coûteuse. Donc tout ça, c'est vrai. Maintenant, ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il y a peu d'entreprises qui aujourd'hui ont la capacité de se permettre de viser du retour sur investissement à très long terme. Il faut, dans un premier temps, je pense, quand on est une TPE ou une PME, penser au cash flow à court terme pour pouvoir continuer d'investir, éventuellement continuer de tirer profit de ces actions marketing et donc par conséquent de survivre et de tirer parti, on va dire, de la situation. Ensuite, votre data risque d'être perturbée. Comme on disait tout à l'heure, les taux de conversion sont en baisse. Vous allez donc devoir, je pense, redéfinir vos indicateurs de performance, que ce soit votre retour sur investissement publicitaire minimum, vos coûts par achat, en fonction de vos budgets et de votre marché. Et ensuite, en fonction du marché sur lequel se trouve votre e-commerce, vos clients ne sont peut-être plus enclins à acheter. Alors, les gens continuent de dépenser, ils ont juste modifié leurs habitudes. Ça, c'est très intéressant parce que c'est ce qu'on nous dit en commentaire, c'est qu'il y a eu des phases, c'est-à-dire le début du confinement où il y a eu un peu un choc, les gens savaient pas comment réagir, on s'est focalisé sur nos besoins essentiels, comme tu l'avais évoqué Vincent, avec la pyramide de Maslow, cet aspect de besoins physiologiques. Et puis là, on est un peu plus dans une période où les gens sont un peu plus habitués et donc sont peut-être plus aptes à consommer des biens de divertissement, de loisirs ou autres. Et ce qui me semble essentiel. Et cet aspect de créer du lien, on voit beaucoup d'exemples. Je pense notamment à Respire, qui est assez actif sur les réseaux en temps normal, mais qui a proposé carrément des plannings avec des sessions de sport, des sessions de sophrologie, avec des concours de pitch, des pitch entrepreneurs sur Instagram. Donc, on se rend compte que cet aspect aussi de DNVB, de marque verticale, il prend encore un sens peut-être plus accentué en se disant si la mission principale de mon entreprise aujourd'hui c'est pas de vendre, c'est plus de communiquer, de créer du lien, et donc un lien qui est pas forcément dans une logique
publicitaire, mais juste un lien presque philosophique, un lien de mission de la marque autour de certaines valeurs. Complètement. Donc ensuite, les stratégies que vous allez pouvoir adopter pour votre entreprise, je pense qu'il est crucial dans un premier temps de sélectionner les produits que vous allez promouvoir au travers de la publicité Facebook, Instagram ou Google en fonction de 2 critères. Donc dans un premier temps, est-ce que votre produit répond à un besoin d'actualité? Et dans un second temps, est-ce que vous avez la possibilité d'adapter l'angle marketing que vous allez utiliser dans votre communication à un besoin qui serait, lui, d'actualité. Je pense notamment à une marque de fitness qu'on accompagne qui vendait des leggings à destination des salles de sport pour lesquels, en fait, on a complètement tourné les angles marketing sur le confort à la maison, le fait de pouvoir faire du sport chez soi sans avoir c'était des leggings qui permettent de brûler un petit peu plus de graisse. Et donc, par conséquent, en adaptant les angles marketing, on a vu tout simplement les retours sur investissement évoluer positivement. Ouais, de vraiment contextualiser. On voit aussi Mano Mano, par exemple, ils avaient fait un article, les idées de bricolage à faire chez soi. Et donc, il y avait, je sais plus, 75 éléments. Et donc, de pas ignorer le contexte, c'est important. C'est plus de comment s'incorporer dans ce contexte pour que son message ne soit pas, absurde par rapport à la réalité qu'on est en train de vivre. Complètement, c'est complètement ça, Nicolas. Donc, comme je l'évoquais juste auparavant, l'adaptation de vos angles marketing, elle va donc être cruciale. On peut voir, comme sur cette capture d'écran, qu'une marque qui vendait des chaussons a tourné son angle marketing sur le fait que les gens travaillent à la maison. Donc, si vous avez la possibilité également d'orienter vos angles marketing sur le fait que les gens soient confinés en prenant la situation en considération, comme le disait Nicolas, sans avoir un discours qui soit abusif, on va dire, sans jouer avec la peur des gens, avec un ton bienveillant, je pense que vous pourrez significativement constater les bénéfices de l'adaptation de ces angles-là. Ensuite, vous allez donc pouvoir, comme je l'évoquais il y a quelques minutes, modifier l'utilisation classique de vos produits pour rendre leur utilisation possible à la maison. Comme disait Nicolas, par exemple, avec Mano Mano, qui a du coup fait un article sur l'utilisation d'outils, on va dire, de bricolage, par exemple, à utiliser à la maison. Également, penser à humaniser son message. C'est très important dans une période comme ça, parce que ça va vraiment pouvoir permettre à vos prospects, à vos clients, d'avoir un premier lien avec votre marque qui va être fort et chargé émotionnellement, on va dire, de par la complexité et la nouveauté de la situation actuelle. Et ensuite, le dernier point, si vous avez la possibilité d'utiliser du contenu créé par les utilisateurs de vos produits à la maison, vous constaterez directement les bénéfices, puisque tout simplement, ça contextualisera l'utilisation de vos produits dans la situation dans laquelle se trouvent actuellement vos prospects et vos clients. Et donc, vous allez pouvoir par conséquent augmenter vos retours sur investissement. Ensuite, je pense qu'il est important, comme on l'a évoqué plusieurs fois dans ce live, d'optimiser la rentabilité de chaque centime que vous allez investir. Concentrez-vous vraiment sur l'optimisation de votre taux de conversion. C'est hyper important. Ayez également une transparence sur vos services de livraison. Rassurez les gens sur le fait que vous pouvez encore livrer avec des conditions qui donnent confiance et qui mettent en sécurité à la fois les livreurs et vos clients. Si vous pouvez ajouter une bannière à votre site ou bien même sur la page d'accueil, ça peut augmenter la confiance que les visiteurs vont avoir. N'hésitez pas à mettre des A/B testing, donc c'est le fait de comparer une version de votre site avec une autre version pour pouvoir avoir des réponses rapides sur ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et donc sur ce que vous devez continuer à optimiser. Et ensuite, optimiser l'ensemble du tunnel de conversion de votre site, que ce soit au niveau du panier moyen ou encore de l'expérience utilisateur. Ça vous permettra vraiment de maximiser la rentabilité de ce que vous allez investir en marketing. Ensuite, il y a un autre aspect qui est celui de l'email marketing. Vous pouvez en profiter tout simplement pour segmenter votre base mail, faire du tri, que ce soit avec vos abonnés engagés, vos abonnés désengagés ou encore avec ceux qui sont inactifs. Vous allez pouvoir également les trier par fréquence d'achat, etc., etc. Et donc, adapter vos messages aux différents segments de prospects dont vous disposez dans votre base mail.
Et ensuite, mettez en place des stratégies de retargeting. Donc, le retargeting, c'est le fait de recibler les personnes qui vont visiter votre site web avec des publicités adaptées. N'hésitez pas à rallonger les délais de reciblage publicitaire, à aller chercher des gens dans les 180 jours passés, d'anciens prospects pour pouvoir tout simplement leur redonner un contact avec votre marque dans un premier temps et peut-être des raisons d'acheter vos produits dans cette situation. Donc là, sur tes conseils, c'est peut-être d'aller moins chercher sur de l'acquisition, mais plus sur de la fidélisation et de la rétention, de travailler le lien vis-à-vis de ses potentiels clients. Ouais, c'est exactement ça, Nicolas. En fait, c'est que on peut mettre en place les meilleures stratégies d'acquisition, mais si derrière le taux de conversion n'est pas bon, qu'on n'a pas un système d'email marketing automatisé en place ou encore des séquences de reciblage bien pensées, on va se retrouver à acheter un petit peu son argent en l'air. Alors que si on a un seau qui a des trous qui sont plus ou moins bouchés un peu partout, on va vraiment pouvoir maximiser chaque centime que l'on va investir en acquisition payante. Oui, et puis Donc, juste si là, je peux me permettre, moi, comme plombier, ce que je vois bien pour boucher les trous aussi, c'est de mettre en place un joli tableau de bord très efficace. Et c'est ce que j'invite à faire à mes clients en cette période pour justement trouver toutes les fuites et optimiser surtout chaque étape chaque étape de conversion. Parce qu'en fait, vu le contexte actuel, c'est que ce tunnel, ce funnel se resserre. En fait, il est moins large que d'habitude au vu du contexte actuel. Donc, c'est pour ça que vous préférez travailler sur le restant du tunnel parce que le restant, il est à peu près de la même taille, mais vous pouvez avoir des impacts un peu plus forts en termes de résultats, c'est ça? Mais oui, parce qu'on perd en volume de trafic. Donc, le robinet est plutôt fermé. Enfin, même s'il a l'air d'augmenter, mais en termes de conversion, non. Et puis sur certaines activités, le trafic a vraiment chuté. Mais par contre, c'est l'occasion de travailler sur la conversion et de faire en sorte, quand on est en moyenne à 2-3% de taux de conversion, d'essayer de gratter un point. Quand on sait que 0,2% de taux de conversion en plus est équivalent à 10% de CA en plus, ça vaut le coup. Et il y a une autre logique, alors peut-être que vous allez l'évoquer, et il y a certains e-commerçants qui parlaient de ça, c'est par exemple j'ai des leviers d'acquisition qui fonctionnent bien en temps normal, mais j'étais fortement impacté. Et ben du coup, j'aimerais orienter vers d'autres leviers et j'ai notamment l'exemple sur l'aspect YouTube d'utiliser de l'influence marketing sur YouTube parce qu'aujourd'hui, voilà, tout ce qui est divertissement ou autre, ça explose, donc les gens vont regarder plus de YouTubeurs ou autre. Et du coup, c'est un e-commerçant qui arrive à générer une acquisition alternative via un levier qui attire davantage l'attention. T'en parlais au début, Arthur, de cette logique d'attention. Et donc peut-être c'est aussi de réfléchir sur des leviers peut-être qu'on n'aurait pas utilisés en temps normal, mais aujourd'hui qui ont un intérêt un peu plus fort. complètement. Complètement. C'est même au niveau du marketing d'influence, pour en parler rapidement, il y a beaucoup d'influenceurs qui ont perdu beaucoup de contrats avec des marques qui souhaitaient du coup promouvoir leurs produits. Et donc, il y a pas mal d'influenceurs qui se retrouvent beaucoup plus ouverts à des négociations beaucoup plus dures pour eux, entre guillemets. Et donc, ça peut être également le moment de profiter de cette situation qui est pour eux un petit peu plus dure que d'habitude. Et donc, par conséquent, de promouvoir ces produits là où sont ces utilisateurs, si on y trouve une pertinence, bien sûr. Très bien. Donc, si tu peux revenir juste à la slide d'avant, merci. Donc ensuite, construire et consolider vos audiences, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait sur la slide d'avant, dans l'idée comment dire, d'utiliser ce que vous avez déjà pour maximiser les profits et également consolider le lien que vous avez avec vos audiences. Donc, dans un premier temps, sur les réseaux sociaux, vous allez devoir chercher à créer vraiment du lien avec cette audience pour le coup, en tirer profit soit après la crise, soit directement de par une bonne communication. Nicolas évoquait tout à l'heure l'exemple de Respire qui organise beaucoup de choses en live pour ses clients, pour ses prospects, pour conserver un niveau d'attraction, on va dire, de leur cible, et donc par conséquent de renforcer les liens qu'ils ont avec leurs différentes audiences. Au niveau de l'email marketing, même logique.
Vous allez pouvoir donc augmenter la fréquence de vos envois de newsletters, en adapter également le ton de vos emails, les humaniser, les adapter à la situation, prendre en considération la situation dans laquelle se trouvent vos prospects et vos clients, et par conséquent, essayer de créer encore une fois beaucoup de liens avec cette base mail pour qu'elle puisse vous rapporter soit à court terme, soit à moyen long terme beaucoup plus de profit. On voit également, c'était un exemple que j'avais reçu récemment, d'Horace qui adaptait du coup très bien le ton de son email, et à la fois avec un bandeau en haut qui parle des hygiènes, des mesures d'hygiène très strictes recommandées par le gouvernement. Également, il reverse un pourcentage aux hôpitaux de France. Le fait d'avoir ce type de communication, ça va vraiment vous permettre de maximiser la rentabilité de vos actions en email marketing. Ensuite, je pense que c'est très important d'adapter vos budgets. Pour revenir sur la slide où Vincent évoquait le fait que de nombreux e-commerce allaient, entre guillemets, mourir. Il faut donc adapter vos budgets à vos stocks, à votre trésorerie, également aux résultats que vous allez obtenir, tout simplement, et également à vos objectifs. Si par exemple vous êtes une petite entreprise, vous allez devoir vous concentrer vraiment sur la profitabilité de chacune de vos actions marketing. N'hésitez pas à couper vos campagnes qui ne fonctionnent pas et à chercher de nouvelles campagnes qui vont fonctionner, encore une fois, avec un angle peut-être différent, avec une offre différente, avec des optimisations sur votre landing page. Maintenant, si vous êtes une très très grosse entreprise, vous allez pouvoir tout simplement, si vous avez énormément de budget, on va dire vampiriser le marché, dans le sens où par exemple sur Facebook, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir faire mourir les entreprises concurrentes qui n'auront peut-être pas les moyens d'enchérir en utilisant les enchères manuelles tout simplement, pour sortir certaines personnes sur le marché si ça rentre dans vos objectifs, voire pour racheter ces potentiels concurrents en situation d'après-crise. Et donc ensuite, vous allez pouvoir, au niveau de votre trésorerie, j'ai vu que Google et Facebook avaient sorti des programmes d'aide. Donc Google offre, je crois, 300 millions de dollars aux petites entreprises. Et Facebook, de mémoire, c'est 100 millions de dollars. Donc, n'hésitez pas à regarder sur Internet. Ça doit s'appeler Facebook Business Grants Program. Et Google également qui propose d'offrir du budget publicitaire aux TPE, PME qui ont déjà effectué de la publicité sur leur plateforme. Donc, ça pourra également vous servir pour maintenir votre acquisition de trafic sur les objectifs que vous souhaitez atteindre. Ensuite, vous allez devoir vraiment maximiser les micro-tests. L'objectif est encore une fois de trouver de la rentabilité à court terme. Donc, cherchez des audiences qui vont matcher avec votre message qui, lui, sera également modifié. Vos landing pages qui seront potentiellement également modifiés. Rassurez les gens sur le fait que vous livrez encore. Au niveau du message, vous allez pouvoir, comme on l'a vu tout à l'heure, par exemple, reverser un pourcentage à une action caritative pour soutenir les hôpitaux de France ou une autre association en lien avec la situation. Ne mentionnez pas surtout le virus dans votre communication sur les réseaux sociaux. Ça pourrait être mal interprété de la part des plateformes et de vos potentiels prospects, voire même vous sanctionner au niveau des règles publicitaires. Et concentrez-vous encore une fois au niveau du message sur le fait que les gens sont à la maison et donc que leurs douleurs ont été modifiées de par leur situation. Ensuite, au niveau des visuels publicitaires, je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, mais utilisez au maximum du contenu généré par les utilisateurs. Pour en collecter, vous pouvez par exemple organiser des jeux concours. Il y a plein de leviers qui peuvent vous permettre d'obtenir du contenu gratuitement de la part des clients de vos produits ou de votre marque, pour, encore une fois, les utiliser en publicité et maximiser la pertinence de votre message, de votre visuel auprès de votre audience. Et au niveau des offres, ce qu'il est possible de faire, c'est d'utiliser des stratégies un petit peu similaires à celles du Black Friday et du Cyber Monday. Si jamais vous manquez de trésorerie, n'hésitez pas à mettre en place de grosses offres promotionnelles sur votre site si vous avez un besoin à court terme en trésorerie pour pouvoir continuer à investir soit dans de nouveaux visuels publicitaires, soit dans de nouvelles campagnes ou dans de nouveaux vecteurs de trafic.
Et surtout, n'utilisez pas le terme de promotion de crise ou autre, ça pourrait être mal interprété, je pense. Et ensuite, donc au niveau des audiences que vous allez cibler, notamment sur Facebook, quand vous allez créer une audience similaire, l'audience personnalisée sur laquelle vous allez baser cette audience similaire doit être sur un laps de temps beaucoup plus court. Je préconise vraiment de 7 à 14 jours, étant donné que il y a beaucoup de changements d'humeur chez les gens, il y a des vagues de panique, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer en très peu de temps. On a très peu de visibilité sur la situation qui va arriver. Donc, ça permettra à vos audiences similaires d'avoir une meilleure adaptabilité et également une meilleure stabilité dans vos performances. Et ensuite, au niveau du retargeting, utilisez le plus possible la durée que vous propose Facebook et Instagram. Allez chercher les gens qui sont venus sur votre site il y a 6 mois. Allez chercher les gens qui ont visionné vos vidéos il y a 1 an. Ça vous permettra vraiment de commencer vos investissements publicitaires sur une base la plus qualifiée possible et qui connaît potentiellement le plus vos produits. N'hésitez pas à tester des objectifs moins coûteux comme un objectif de portée ou d'interaction par exemple. Ça vous permettra vraiment d'aller chercher ces audiences qualifiées pour le moins cher possible. Alors Arthur, ça c'est à la condition d'avoir mis un tracking, un pixel Oui, tout à fait. pour ça. Hein, Tout d'accord. à fait, j'ai oublié de le préciser. Très intéressant. Merci Arthur pour ces retours très complets sur cette vision de tester, de reprendre. En fait, c'est marrant comme exercice parce que dans le contexte actuel, on doit raisonner comme si on est une petite structure qui se lance en fait totalement, comme si on est entrepreneur à refaire des tests, à revoir comment ça fonctionne pour redéterminer un peu les usages, les comportements et comment adapter un peu sa communication. Donc, il faut cet aspect publicitaire, c'est de développer une capacité d'écoute par rapport à son marché, de récupérer un peu des éléments avant de repartir vers un nouveau plan d'action, si je comprends bien ce que tu nous as donné comme élément. Exactement, Nicolas. Il y a aussi un point qui peut être important justement pour analyser les comportements des utilisateurs, c'est de se rendre si vous avez un pixel de paramétrer ou bien un compte Google Analytics en place, d'analyser l'attribution de vos ventes et de voir comment est-ce que cette attribution a évolué avant la situation actuelle et pendant cette situation pour pouvoir également adapter vos budgets aux endroits où sont vos clients et aux endroits d'où viennent vos clients. Oui, et puis pas le faire comme certains sur une période d'1 mois ou même d'1 an, sur une saisonnalité. Là, c'est vraiment au jour le jour. Exactement, Vincent, tout à fait. Très bien, messieurs. On passe sur la partie de cas concrets. Alors voilà, on va les évoquer. On va garder surtout du temps pour tenir le timing à la fin. Je vois qu'il y a pas mal de commentaires, notamment Marie qui nous met en commentaire que sur certains secteurs, le coût de l'influence marketing des influenceurs a explosé. Oui. Je pense qu'il est question de certains top influenceurs aussi. On voit que sur certains marchés, ces coûts n'ont pas autant flambé et d'autres. Donc Marie, n'hésite pas à nous dire sur quel secteur en particulier. Mais voilà, oui, dès qu'il y a de la demande, ça peut évoluer. Après, ça dépend vraiment des secteurs et sur quelle niche vous êtes positionné. Donc n'hésitez pas à nous mettre dans le chat et en commentaire les stratégies qui fonctionnent ou celles qui ont été impactées et comment vous percevez votre stratégie de développement. Est-ce que vous testez de nouveaux leviers ou est-ce que vous concentrez sur ce que vous avez actuellement? Voilà, faites-nous un petit peu des retours. Ça serait intéressant d'échanger là-dessus à la fin du live. Donc j'ai mis quelques cas, on en a évoqué en début de ce live avec Vincent. Il y a notamment le cas de Birchbox qui continue de bien fonctionner. Donc c'est un élément que tu avais souligné en introduction sur l'aspect cosmétique.
Et donc là, on voit qu'il y a certains acteurs qui subissent positivement le contexte actuel avec davantage de ventes et puis avec une agilité aussi dans leur organisation. Et donc là, sur LSA, on voit qu'un acteur comme Birchbox se met à évoluer et sur le site à adapter sa communication. Donc, ce que tu disais, Arthur, il y a vraiment des choses à mettre en place sur vos sites qui sont extrêmement importantes. Un bandeau en haut qui mentionne le contexte actuel. Et généralement, c'est un bandeau où il va avoir un lien avec une FAQ sur le contexte actuel. Toutes les questions récurrentes que vos clients vous posent. Durant le second live, on avait listé d'ailleurs toutes les questions les plus récurrentes sur le service client. Je crois que c'était une étude de Botmind, c'est ça, Vincent? Oui, de mémoire, c'est ça, oui. Sur les 10 questions les plus posées pendant le confinement, et beaucoup plus de questions en avant-vente pour savoir si les colis allaient être livrés, si tout simplement la boutique était ouverte, quel était l'état des stocks, etc. Donc, mais oui, c'est intéressant de revoir le deuxième live. Donc voilà, un élément très complet. Et puis aussi sur tous les éléments niveau logistique, livraison, que ça soit clair, accessible, et puis des renseignements sur votre entreprise pour maintenir ce lien. On le voit énormément aussi sur les réseaux sociaux. On en a parlé de certains exemples, mais ce lien, il passe énormément aussi via les réseaux sociaux dans une logique pas du tout commerciale, une logique très relationnelle. Et donc, il y a beaucoup de marques médias qui s'orientent là-dessus pour maintenir un lien régulier durant cette période très complexe. Donc voilà, je vous ai mis un exemple, celui de Birchbox. Vous avez bien le bandeau en haut. Alors, c'est un bandeau promotionnel. Alors, c'est peut-être pas forcément le bandeau, mais il me semble qu'ils avaient des éléments. Et puis, ce message-là, Stay Home, qui rappelle les mesures de sécurité et l'engagement aussi de la société. Donc, ça, c'est des petits rappels très importants. Livraison Drive, c'est quelque chose qu'on a parlé au début, même du click and collect, ce genre de choses. On voit que de nombreux acteurs ont développé de l'agilité, aussi bien des artisans que des grands groupes. Voilà, c'est un constat actuel, il y a des normes sanitaires à respecter et il y a des choses qui sont très simples à mettre en place. On l'a vu, voilà, c'est notre exemple fétiche, ce chocolatier du Finistère qui a créé un site en une semaine, il a mis juste ses produits. Je ne sais même pas si on peut acheter via le site. C'est surtout un site vitrine. Et il a mis en place des horaires de drive. Donc, il a dit aux gens, venez chercher vos chocolats à telle date et à régler durant tel jour. Et donc, c'est des nouvelles réflexions. Et je pense que ça va impacter les modèles économiques de demain. Ça se trouve, le chocolatier, il va se dire, OK, je vais créer une franchise, je vais faire des drives de chocolat dans le Finistère. Donc voilà, une agilité, n'hésitez pas à questionner vos modèles. On l'a vu aussi avec Damien. Dans l'Est de la France, il y avait un e-commerçant qui avait un point physique qui prenait en charge lui-même les livraisons dans une certaine zone autour de chez lui. Donc voilà, des possibilités qui permettent de continuer à maintenir son activité. Des gros acteurs, des synergies aussi importantes. Donc voilà, on parlait de l'agilité sur des plus petits acteurs, mais aussi des grosses structures. Et donc là, on voit cette association de Carrefour avec Uber Eats pour assurer des livraisons. Donc je pense que c'est un constat. On est dans un contexte qui est extrêmement difficile. Donc les synergies entre des concurrents, entre d'autres partenaires peuvent être évoquées. Et je pense que aujourd'hui, l'écosystème travaille en bonne intelligence. Donc, n'hésitez pas à interagir, à demander des conseils aux gens qui sont autour de vous et à être plus forts ensemble. Je pense que c'est quand même un mot-clé aujourd'hui. Le drive, je ne vais pas revenir dessus. On a déjà énormément évoqué là-dessus. Donc, grosse fréquentation et évolution. On sait que c'est un point fort sur le maillage français. Un exemple du côté de l'Écosse,
donc sur cet aspect de livraison. Donc là, je crois que c'est de la parapharmacie et de la cosmétique. Et donc, ils proposent de la livraison sur le jour même. Donc là, on voit aussi que des structures ont décidé d'être extrêmement proactives par rapport aux consommateurs et donc leur fournir un service client un peu plus avancé. Donc, je trouvais ça intéressant de le souligner sur ces évolutions aussi en termes de logistique. On l'avait évoqué pour la Chine où ils étaient vraiment dans un confinement strict et ils avaient décidé de bloquer même les achats dans les magasins ou autres. Et donc, c'était que des livreurs qui venaient livrer même les produits alimentaires. Donc voilà, c'est des hypothèses, encore une fois, à connaître et à prendre en compte. Donc voilà, on est plutôt bien en termes de timing, messieurs. Félicitations pour ce troisième live. On va prendre 5 minutes de questions-réponses. Je vais remonter un petit peu les échanges dans le chat, voir s'il y avait des échanges. Alors, négatif en mars, Wassilia qui nous dit, mais positif depuis le début du mois grâce à Pâques qui est plutôt cette année versus N-1. Donc là, on a typiquement un e-commerçant qui voit un impact positif récent une fois cette période de confinement annoncée. Est-ce que c'est des choses que vous constatez aussi chez les entreprises que vous accompagnez? Il y en a certains, ils ont un regain à ce niveau de Pâques. C'est compliqué. En fait, tout dépend des secteurs, des produits qui sont vendus. Moi, j'ai tous les cas de figure. Certains essayent de sauvegarder leur entreprise grâce au Drive, mais quand ils vendent des vêtements pour travailleurs et que les chantiers sont arrêtés, forcément, la consommation est réduite. Donc, même s'ils mettent un Drive, ils vont peut-être rattraper 30% de leur chiffre d'affaires, mais pas la totalité. Donc voilà, tous les secteurs en fait sont liés, sont interdépendants. Donc si un e-commerçant n'a pas non plus la fourniture qui vient de Chine ou d'ailleurs parce que c'est bloqué à la douane ou pour X raisons ça prend du retard, il n'a pas de matériel à vendre. C'était le cas des respirateurs, c'est le cas de masques, c'est le cas de beaucoup de produits. Donc il y a plein de facteurs qui expliquent que les e-commerçants peuvent être en difficulté. Maintenant, s'il y a une production française locale, on voit par exemple, j'ai une partenaire qui m'a parlé d'un commerce de saucissons secs et il reste à 80% de son maintien de chiffre d'affaires parce que tout est local. Une production locale, il veut faire du drive, il veut peut-être faire de la vente e-commerce, malgré qu'il soit plus sur les marchés ou moins qu'avant. Donc il y a des choses qui évoluent. Voilà. Donc pas grand-chose d'autre à ajouter. C'est vraiment très très localisé en fonction des activités de chacun. Ouais, exactement de mon côté, exactement le même constat que chez Vincent. Ça dépend vraiment des secteurs. Il y a la partie B2B de nos clients qui a été vraiment très très impactée, mais sur la partie B2C, on a subi quelques baisses au début du confinement avec la vague de panique. Et depuis maintenant quelques jours, semaines pour certains, on arrive vraiment à stabiliser sur des résultats intéressants, voire même meilleurs qu'avant le confinement, quand on arrive justement à adapter les angles à la situation. D'accord. Ouais, il y a beaucoup d'articles qui contredisent ça. Le réflexe, c'est de penser que le e-commerce, c'est le grand gagnant du contexte actuel, alors que pas du tout, parce que voilà, on n'est pas dans un état d'esprit de consommation. Il y a que certaines typologies de produits qui peuvent être impactés. Donc bien sûr que ça bouleverse les usages. Les gens sont plus sur Internet et ils vont avoir plus de réflexe de commander parce que aujourd'hui tout ce qui est transporteurs font aussi un très gros travail pour permettre la disponibilité et donc le e-commerce. Mais voilà, c'est pas non plus une explosion, un raz-de-marée positif sur l'ensemble des e-commerçants. C'est assez important de l'avoir en tête. Ouais. Avons-nous des informations et études sur l'impact dans les pharmacies et les e-pharmacies? J'ai vu des analyses passer dessus. Je pense qu'on les avait mentionnés. On avait quelques stats sur peut-être le deuxième
live. Sur les e-pharmacies, oui, très grosse activité, hein. Les parapharmacies et les pharmacies en ligne, très fort impact, bien sûr. Oui, surtout au début du confinement. Là, quand tout le monde a pris peur, tout le monde s'est rabattu sur le gel hydroalcoolique, les masques et l'alimentaire. Donc ça a été vraiment le coup d'urgence. Mais ça diminue un petit peu, mais ça se stabilise. On voit bien que l'activité est au-dessus de la normale sur la parapharmacie. Donc, domaine très fortement impacté, c'est Symbiosis qui nous posait la question. Donc, après, sur les logiques, Alors, tu me parlais de l'avenir du drive tout à l'heure. ouais, Donc, j'ai pris ma boule de cristal et non, c'est compliqué de répondre à ça parce que on voit bien qu'il y a des mesures d'urgence qui ont été prises pour sauvegarder un minimum l'activité commerciale. Donc, ceux qui peuvent et qui ont un magasin physique peuvent éventuellement se mettre au drive, mais sous conditions sanitaires. Hein, ça se fait pas comme ça non plus. Par contre, est-ce que ça va perdurer? Je pense que oui, il va y avoir une hausse du drive, une hausse de la vente en ligne. Maintenant, à quelle mesure? C'est juste pas possible de se projeter à ce niveau-là. ouais, et voilà, le point d'interrogation, c'est aussi la durée de cette crise, c'est-à-dire jusqu'à quelle date ça va durer. Bien sûr, il y a eu des annonces, mais c'est pas une annonce claire qui dit que le confinement va s'arrêter à telle date. Donc, est-ce qu'il y aura un deuxième confinement? Si ça, c'est aussi des choses qui vont impacter à moyen, long terme le comportement des consommateurs. Donc, Oui. voilà, je pense que c'est un jeu sur le long terme, c'est ça qu'on va retenir de vos retours, messieurs, c'est de se dire il faut faire preuve d'agilité, il faut tester des choses, il faut mettre les consommateurs au centre du processus, leur informer et voilà leur créer du lien pour avoir un retour, une relation humaine, parce que on est tous dans une crise qui est très difficile, hein, sanitaire et dans un second temps, ça aura des impacts également économiques énormes. Ça en a déjà aujourd'hui, mais je pense Oui. qu'ils peuvent être extrapolés sur ces prochains mois. Donc voilà, beaucoup de prudence, d'analyse, d'écoute et de retour, ça va être les maîtres mots. Très bien. J'invite tous les participants à échanger avec Arthur, Vincent sur LinkedIn notamment. Ils peuvent vous ajouter, messieurs, pour échanger avec vous, vous poser des questions et des ressources. N'hésitez pas à contacter également l'équipe d'e-commerce Nation. Je me tiens disponible si vous avez besoin de ressources, d'éléments ou autres. On fait une veille régulière. J'ai mis un tableau en place notamment sur mon compte LinkedIn pour faire cette veille de manière collaborative. Donc c'est important qu'on réunisse toutes les forces et de continuer à accompagner l'écosystème. Et donc voilà, on avait un gros projet de formation en ligne qu'on a décidé d'avancer et de proposer une offre solidaire également pour accompagner l'écosystème. Donc ça, on l'a annoncé juste hier. Donc si vous avez besoin d'un accompagnement plus poussé et d'être formé sur de nouvelles thématiques, n'hésitez pas à regarder notre programme de formation 360 totalement en ligne. Et puis, dedans, il y a du coaching, il y a des groupes de travail qu'on a structurés avec Vincent et l'ensemble de l'équipe e-commerce Nation. Donc, je vous invite à découvrir de plus amples informations. Merci à tous pour avoir participé à ce live. Merci à Paris Retail Week, également partenaire de ce live dorénavant. Donc, c'est un rendez-vous hebdomadaire. On va se retrouver toutes les semaines pour évoquer des nouveaux chiffres, des nouvelles études, des nouveaux cas concrets et des nouvelles thématiques. On va faire intervenir de nouveaux experts. Donc, n'hésitez pas à nous dire dans le chat déjà si vous avez apprécié ce moment passé ensemble et à nous dire sur quelle thématique ou s'il y a vraiment des problématiques que vous voulez qu'on traite ensemble. L'objectif de ce live, c'est d'être là pour vous, de vous accompagner. Donc, e-commerce Nation vous propose aujourd'hui énormément d'actions pour vous accompagner dans ce moment difficile. Vous avez un Slack dédié aux e-commerçants. Vous avez ce live YouTube pour échanger ensemble et toute l'équipe et les experts ambassadeurs aussi à votre disposition. Donc, n'hésitez pas. Hein, je pense que
dans un moment si difficile pour vos activités, c'est d'échanger, c'est d'avoir de l'information, d'être soutenu et d'être solidaire dans la manière de faire. Et c'est ce qu'on a à cœur de faire chez e-commerce Nation et avec l'ensemble de nos partenaires. Donc merci à tous encore pour ce moment. Je vous dis à très vite et j'ai à cœur de vous accueillir, messieurs Vincent et Arthur, lors d'un prochain live. Et sinon, je vous dis à tous, rendez-vous mercredi prochain, 16h, au même endroit, sur notre chaîne YouTube.